On va attaquer maintenant cette première table ronde, coup d'accélérateur mondial pour répondre à l'enjeu climatique. On vient de voir la nécessité de mettre en place une transition juste, un développement massif et responsable des énergies renouvelables, pilier structurant de l'économie. Pour autant, les habitués l'auront constaté, ce colloque a démarré sur des sujets de fond, finalement sur le pourquoi fait-on tout cela, sur la dualité qui guide notre monde, ça vient d'être rappelé par David Livingstone, sur les objets du désir qui impactent directement notre consommation d'énergie et de matières premières. On va largement revenir maintenant au cours des tables rondes sur ces sujets. Pour ouvrir cette première table ronde, je vais demander à Pascal Canfin et à Jean-Bernard Lévy de me rejoindre sur scène. Pascal Canfin, député européen, président de la Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire du Parlement européen, ancien ministre, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et chargé du développement, ancien directeur général de WWF. Il n'y a pas de plan de table au centre, Pascal Canfin. Et Jean-Bernard Lévy, président directeur général d'EDF, bien sûr, mais également sur cette table ronde, président d'Eurélectrique, l'association sectorielle qui représente les intérêts communs de l'industrie de l'électricité au niveau européen, ainsi qu'au travers d'autres continents par l'intermédiaire d'associés. Alors, Pascal Canfin, on a reparlé ce matin du Green Deal, du Pacte vert pour l'Europe, du paquet climat Fit for 55 en 2030. On a un ensemble d'initiatives politiques, d'initiatives législatives pour rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Alors, réaction du parlementaire européen sur ce moment un petit peu clé de la transition énergétique, sur cette chance qui nous est donnée, comme l'a rappelé ce matin Barbara Pompili, sur cette fenêtre de tir pour effectivement passer le relais vers un nouveau monde, vers une nouvelle économie qui s'appuiera sur les piliers qui ont été évoqués ce matin. Est-ce que le parlementaire considère qu'on se donne les moyens de notre ambition en Europe ? Merci pour cette question et bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir partager ce matin et d'avoir un petit peu de temps pour partager la séquence qui est inédite en Europe aujourd'hui. Vous l'avez dit, on est à un moment charnière dont finalement peu d'acteurs ont conscience de l'ampleur de la transformation. Je vous laisse arriver. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. Le Green Deal, c'est un changement de plus de 50 lois européennes, 54 pour être très précis, entre le début de la mandature, on va dire 2020, et la première loi qui a été transformée, c'est la loi climat européenne, jusqu'à fin 2022, où on est donc dans une accélération assez historique du processus législatif qui consiste à changer les règles du jeu européennes. Et on n'est pas seulement dans la transition énergétique, puisque la question de la neutralité climat va bien au-delà du secteur de l'énergie. C'est aussi un sujet agricole, un sujet de mobilité, qui évidemment, tout étant interconnecté, aussi un sujet commercial, un sujet financier, etc. Donc dans les 54 lois que nous transformons, ça touche tous les secteurs. Et ça ne touche pas que l'enjeu climatique, puisque la neutralité climat est un des grands objectifs du Green Deal, mais il y a aussi les sujets de plastique, les sujets de pollution, de qualité de l'air, de biodiversité, etc. Donc on voit bien que quand on prend l'ensemble de l'agenda, on est vraiment dans un moment historique et peu de gens, alors très peu de citoyens, mais pas forcément tous les décideurs non plus, publics ou privés, on relie les points et voit la big picture, si je peux me permettre cette expression. Je vous donne quelques exemples et ensuite je répondrai à des questions plus précises. On a évidemment le paquet Fit for 55, c'est 14 lois parmi les 54. Donc ça vous donne bien déjà, ne serait-ce que mécaniquement, l'idée que, enfin la vision selon laquelle le Fit for 55 n'est qu'un élément d'un ensemble plus large. Vous avez, et on va revenir dans le détail sur le Fit for 55, vous avez aussi tout le sujet finances vertes, dans lequel il y a un texte qui fait l'objet de nombreuses discussions en France, on y reviendra peut-être, qui est la taxonomie. Mais il n'y a pas que la taxonomie, il y a le changement des règles prudentielles pour les banques, pour les compagnies d'assurance, il y a le changement du reporting extra-financier. Ça, c'est sur la partie finance verte. Puis ensuite, vous avez
en tout le paquet règles commerciales, qui est probablement moins pertinent sur le secteur de l'énergie, donc je ne vais pas le détailler, mais pour le monde agricole, par exemple, c'est absolument fondamental. Vous avez la réforme de la PAC, qui pour la première fois introduit dans le pilier 1 de la PAC, donc le cœur du réacteur de la PAC, des conditionnalités environnementales. Je ne vais pas dérouler tout ça, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment complètement inédit. Et sur le Fit for 55, effectivement, on a quelques grands textes clés qui sont assez cohérents entre eux. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'exception d'un sujet qui est politiquement particulièrement sensible, sur lequel moi j'ai une position assez claire, du coup je ne suis pas sur la ligne de la Commission, qui est l'extension du marché carbone au transport et au bâtiment, mais on pourra y revenir. Pour le reste, je pense fondamentalement que le paquet ne changera pas beaucoup. Parce que c'est le point d'équilibre sur les voitures, sur les renouvelables, sur la clé de répartition, du partage de l'effort entre les États membres, etc. etc. Tout ça, c'est probablement le point d'équilibre. Et si vous commencez à toucher à une partie trop significative du texte, vous avez des effets de bord qui font que le paquet bougera plus dans son grand équilibre. À part, je pense, ce sujet de l'extension LETES. Voilà, donc voilà la big picture. Et ensuite, on peut rentrer dans chacun des textes pour vous donner peut-être plus d'éléments concrets sur la façon dont l'Europe commence à vraiment transformer son modèle économique pour aller vers la neutralité climat. Merci Pascal Canfin. On va revenir, peut-être pas dans les 50 textes, mais on va en reparler. Et puis taxonomie, oui, d'accord, on va en discuter. Jean-Bernard Lévy aura sans doute envie d'en parler aussi. Jean-Bernard Lévy, j'ai dit que vous étiez donc président directeur général d'EDF, mais aussi à cette table ronde, président d'Eurélectrique, l'association sectorielle qui représente les intérêts communs de l'industrie de l'électricité au niveau de toute l'Europe. Pour répondre à l'enjeu climatique, notre société doit sortir le plus vite possible des fossiles. Ça implique un besoin croissant d'électricité dans la consommation d'énergie finale. Selon EDF, quelle place pourraient prendre les énergies renouvelables dans cette perspective ? Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre directement à votre question, que ce soit selon Eurélectrique ou selon EDF, il est clair que les énergies fossiles vont prendre une place majeure et qu'il nous faut construire le maximum d'énergie fossile possible. D'énergie renouvelable, pardon, possible. On le coupera à l'enregistrement. Il nous faut construire le maximum d'énergie renouvelable possible, bien sûr, dans un contexte qui est difficile. Puisque nous avons aujourd'hui une flambée des prix de l'énergie qui, Bruno Le Maire l'a parfaitement analysé et dit à plusieurs reprises, qui aujourd'hui est due à un marché dont la cohérence d'origine n'est plus assurée dès lors que l'enjeu climatique prend une place prépondérante. Et donc il y a des réflexions à avoir là-dessus. C'est un sujet qui n'est pas que d'actualité. On pourrait penser qu'il y a des risques de pénurie de gaz et des choses comme ça. C'est un sujet qui est probablement structurel de par la difficulté qu'il y a à planifier les équilibres entre l'offre et la demande sur les diverses formes d'énergie, à la fois au plan européen et au plan mondial, mais on pourra revenir là-dessus. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement de fond vers l'électrification qui est devenu indiscutable. On sait que l'électrification d'un côté et une meilleure sobriété, une meilleure efficacité dans l'emploi des différentes énergies, ce sont les deux solutions qui vont permettre, on l'espère, progressivement aux différentes zones du monde et probablement l'Europe en tout premier lieu. Et le rôle que Pascal Canfin joue au Parlement européen est absolument essentiel à travers les textes dont il vient de parler. Donc tout ça va nous permettre de répondre à ce besoin impérieux de mettre fin à cet emballement climatique qui est une menace majeure pour la planète. Donc oui, aujourd'hui, nous sommes sur une lame de fond, celle de l'électrification très rapide, qui d'ailleurs impose de revenir, même seulement quelques années après qu'elles aient été fixées, sur des
des chiffres, des objectifs, des tendances qui pourtant prévoyaient déjà une place croissante de l'électricité. Et je dirais en tant que président d'EDF, quand je vois des choses très concrètes qui se présentent devant moi, des projets notamment utilisant l'hydrogène, allant vers de nouveaux combustibles pour le transport maritime ou le transport aérien, je suis frappé quand je regarde des projets ponctuels de l'usage majeur qui est nécessaire de l'électricité, pas simplement en théorie, mais en pratique, les térawattheures qu'il va falloir pour commencer à utiliser des combustibles vertueux, par exemple pour le transport maritime ou pour le transport aérien, ces térawattheures, ils sont très nombreux. Donc on va avoir besoin de plus de térawattheures que ce qu'on pensait, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans. Question au président d'Eurélectrique, cette fois-ci, 3500 entreprises, 960 000 collaborateurs que vous représentez à cette table ronde. Quelle vision de la transition énergétique, du nouveau mix électrique, des choix des autres pays européens ? Les autres pays européens et la France, je crois que nous sommes assez bien alignés sur les objectifs de Fit for 55. On est quand même, nous, d'une certaine façon, les bénéficiaires de ce qui est en train de se passer, une accélération de la réduction de l'emploi des énergies fossiles dans nos économies, avec un transfert majeur, et on le sait, dans le transport en particulier, dans le bâtiment, dans l'industrie, peut-être un jour aussi dans le monde agricole, de l'emploi des énergies fossiles pour aller vers l'électricité. Donc on est bien aligné en tant qu'Eurélectrique. Évidemment, ensuite, il y a un certain nombre de sujets qui se posent. Eurélectrique aujourd'hui est un peu inquiet. C'est dommage que Madame Ribera n'ait pas pu être là parce que son pays est le plus atteint aujourd'hui par les sujets qui sont liés à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse des prix de l'électricité. Donc Eurélectrique est un peu inquiet de voir comment les gouvernements vont aligner leurs objectifs climatiques à un horizon de 2030, 8 ou 9 ans, à un horizon de 2050, près de 30 ans, avec des sujets de très court terme qui sont le pouvoir d'achat des ménages. Et donc Eurélectrique se préoccupe assez naturellement d'amener ses clients vers l'acceptation de ce qui doit se passer en termes d'électrification. Et ce qui est en train de se passer justement sur le court terme ou le moyen terme, qui est une hausse plus rapide que prévu des prix de l'énergie en général, est un souci pour Eurélectrique, parce qu'il ne faut pas que ce qui se passe à court terme soit contradictoire avec les grandes tendances, les grands objectifs du long terme. Vous évoquez l'évolution du prix des énergies. Une question pour tous les deux, en commençant par Pascal Canfin. Certains accusent la transition énergétique en général et les énergies renouvelables en particulier d'être responsables de cette envolée du prix des énergies et notamment du gaz. L'AIE indique, Fatih Birol avait fait un tweet il y a déjà quelques jours, que ce n'est pas la cause mais plutôt la solution. Alors comment est-ce qu'on peut garantir une transition juste qui ne laisse personne sur le bord de la route, qui puisse notamment réduire la précarité énergétique dans ce contexte d'envolée des prix? Alors, j'ai objectivement très peu souvent entendu le fait que les énergies renouvelables seraient la cause de l'envolée des prix actuels du gaz et donc de l'électricité. On a eu encore un débat il y a 3 heures hier au Parlement européen avec la Commission européenne et les États membres, et je n'ai pas entendu une seule fois cette analyse avancée. Donc au contraire, on a un consensus assez large sur les causes du problème, causes structurelles, géopolitiques, conjoncturelles, économiques. Mais l'immense majorité des voix concluaient qu'il fallait au contraire tirer comme leçon de cette crise le fait qu'il va accélérer encore la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, ça n'est pas, vu d'Europe, une crise qui atténue notre volonté de faire le Green Deal, mais au contraire une crise qui renforce la nécessité de faire le Green Deal et la transition énergétique, pour le coup, même si elle est plus large, comme je l'expliquais précédemment. Sur la situation, et je voudrais revenir peut-être, parce que le temps va vite être contraint, sur la situation européenne et française, et notamment le lien entre nucléaire et renouvelable. Je pense que ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Il y a en France une tension sur le sujet. Et je crois vraiment, alors c'est peut-être mon regard européen qui m'amène à penser que cette tension est largement spécifique à la France et largement dépassable si on se donne les moyens de la dépasser. Pour une première raison,
qui a été évoqué par Jean-Bernard Lévy, à savoir que contrairement au scénario précédent, qui datait en gros de la décennie précédente, où on avait une baisse de la consommation d'électricité et donc un gâteau qui réduisait et donc de la concurrence entre les sources, je pense qu'on peut se dire maintenant que c'est l'inverse. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Et je crois que ça fait partie maintenant du new normal, qui est de considérer que la consommation d'électricité ne va pas baisser, malgré les gains de productivité, malgré l'efficacité énergétique, malgré l'isolation des bâtiments, etc., etc. Ça va augmenter. Ça va augmenter parce que le chemin le plus pragmatique à court terme pour décarboner les transports, c'est l'électrification massive, évidemment pour les voitures et demain pour les camions et après-demain pour d'autres, notamment pour la question des avions et des bateaux. Ça, c'est probablement après-demain, mais les voitures, c'est maintenant. Et lorsque l'on a sur la table du Fit for 55, on a 100% de voitures zéro émission. Et donc, les deux technologies qui sont zéro émission, c'est fuel cell, donc pile à combustible, et batterie ou batterie électrique seule. J'insiste sur ce point. Les deux seules technologies qui sont zéro émission, ce sont celles-là. 100% de véhicules zéro émission en 2035. C'est un changement fondamental du marché. Et ça n'était absolument pas pris en compte à ce stade, avec cette ampleur, avec cette profondeur et cette rapidité dans les scénarios précédents. Et ça fait partie du paquet. Donc la loi est maintenant en négociation, en l'occurrence dans ma commission au Parlement européen et dans la filière environnement et compétitivité au Conseil. Et peut-être sous présidence française, on l'espère, on aura l'accord final. Ce qui était totalement de la science-fiction il y a encore 3 ou 4 ans. Je rappelle pour mesurer l'ampleur du chemin parcouru, si je prends un exemple français que je le rattache à cet exemple européen, Nicolas Hulot, lorsqu'il est arrivé en 2017 au ministère de l'écologie, avait obtenu de haute lutte et comme une victoire pour lui le fait qu'il y aurait la fin des véhicules thermiques en 2040. Et c'était Nicolas Hulot. Aujourd'hui, la proposition de la Commission européenne, qui n'est pas une ONG, dit c'est 2035 et c'est pour toute l'Europe. Et les constructeurs automobiles ne sont pas en train de rechigner au-delà de certains qui disent oui mais moi je veux placer ma petite technologie, moi je veux placer mon truc. Mais fondamentalement la tendance est là. Il y en a même, Volkswagen pour ne pas le citer, ou Volvo qui disent nous de toute façon on sera prêt avant. Et donc on voit bien que cette transformation-là change la donne de la demande électrique. Et donc je pense que fondamentalement elle permettrait, et je conclurai là-dessus, elle permettrait d'enterrer la hache de guerre, si tant est qu'il y ait une hache de guerre, entre les renouvelables et le nucléaire, et de dire qu'au fond, la seule solution qui soit crédible, qui soit économiquement rationnelle, qui soit bonne pour notre approvisionnement, qui soit pertinente pour le climat, etc., c'est de développer les renouvelables en premier et de ne pas arrêter d'investir dans le nucléaire. Et à partir de là, on a 2 chemins politiques. On a soit le chemin de la polarisation de ce débat, soit le chemin du consensus dans ce débat. Et je pense qu'on est vraiment à un moment politique où c'est cet embranchement qui est en train d'être pris. Soit ça polarise, et auquel cas vous avez d'un côté ceux qui disent full nucléaire, je vais plutôt prendre ma main droite, full nucléaire, et puis vous avez ceux qui disent zéro nucléaire. Là je prends ma main gauche. Et vous avez, je pense, un chemin du milieu qu'il faut tenir, qui peut s'appuyer sur les scénarios de RTE, qui peut s'appuyer aussi sur les travaux prospectifs de l'entreprise que Jean-Bernard Lévy connaît très bien, qui consiste à dire il faut réinvestir dans le nucléaire, dans le nouveau nucléaire. Ensuite, il y a des débats sur quelle technologie, et on pourra en discuter. Mais la tendance, c'est que la part du nucléaire, après 2035, continue à diminuer. Et au fond, arrive en 2050 autour de, je ne suis pas au point près, autour de 2030, 30%. Et quand vous dites ça, vous dites à la fois qu'on réinvestit dans le nouveau nucléaire et qu'en même temps, les renouvelables deviennent la première source de production d'électricité en France et qu'on aura fait la bascule, on sera passé de 70%, 75%, voire 80% même à une époque de nucléaire, à quelque chose autour de 30 en 2050. Et si on dit ça, c'est les 2 faces de la même médaille. Généralement, ça polarise.
Je pense qu'au contraire, il faut faire les deux. Et que c'est la seule façon de tenir nos engagements climat, de tenir nos engagements d'approvisionnement et de ne pas avoir un débat qui soit inutilement polarisé comme on peut l'avoir sur le nucléaire en France. Merci Pascal Canfin. Jean-Bernard Lévy, mettons de côté la hache de guerre et regardons plutôt le plan de bataille. RTE, Réseau de transport électricité, l'une de vos filiales, à hauteur de 51%. En toute indépendance, oui, bien sûr. RTE nous propose 6 scénarios qu'ils vont présenter en novembre. Ces 6 scénarios, je reprends le geste tout à l'heure de Pascal Canfin, va du côté gauche, premier des scénarios, 100% de renouvelables, jusqu'à à droite, 50% de renouvelables. Les 3 premiers scénarios ne contiennent pas de nouveau nucléaire. Ceux de droite vont de, on va dire 14 EPR pour les plus optimistes, à 6 EPR, si tant est qu'on trouve des places où les mettre. Quelle est votre vision de ces scénarios de RTE? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais dire une nouvelle fois, nous souhaitons qu'on puisse construire le maximum d'énergie renouvelable. La question est de savoir quel est ce maximum et quel pourcentage de la demande. Et je n'irai pas jusqu'à, dans le discours de Pascal Canfin, jusqu'à 2050. Pourquoi? Parce que les décisions qui sont à prendre à l'horizon 2050, elles ne sont pas à prendre aujourd'hui. Les décisions que nous avons à prendre aujourd'hui, elles sont à l'horizon 2035 et 2040. Et elles sont de voir quelle est la demande qu'on peut envisager à cet horizon. Combien faut-il envisager que le nucléaire puisse satisfaire de cette demande et combien faut-il considérer qu'il sera acceptable à la fois par les populations. Il y a quand même un problème, il ne faut pas le cacher, d'acceptabilité en France et pas seulement. Je rappelle qu'il y a eu un moratoire en Grande-Bretagne pendant plusieurs années sur l'éolien terrestre, qu'il est à peine en train de se lever. Et combien on pourra faire donc de renouvelables. Et puis à l'horizon 2050, je le répète, moi je ne sais pas dire aujourd'hui quelle sera la part des e-fuels, quelle sera la part de l'hydrogène. Aujourd'hui, toutes ces technologies, elles existent sur le papier, elles sont extrêmement coûteuses. Quelle sera l'acceptabilité économique en plus de l'acceptabilité des différents modes de production. Donc partir sur des certitudes en ce qui concerne 2050, c'est quelque chose auquel EDF ne voudrait pas participer. Nous pensons qu'il est indispensable de relancer la construction de nouvelles centrales nucléaires. Ça se fera sans doute, et c'est à l'État d'en décider, avec des technologies classiques de réacteurs de forte puissance et puis des technologies très innovantes, et là aussi qui ne sont pas prouvées, de réacteurs modulaires. Et je lis la presse et je vois que le gouvernement pourrait prochainement, je ne sais pas ce qu'il en est, pourrait prochainement dire, bien, voyons si la France peut prendre une innovation, peut investir dans cette innovation autour des réacteurs modulaires, et très bien. Donc il y aura à voir les réacteurs modulaires par rapport aux réacteurs de forte puissance. Mais les réacteurs de forte puissance, c'est une certitude, c'est des réacteurs qui fonctionnent depuis des décennies dans des dizaines de pays. Les réacteurs modulaires aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui fonctionne, mais on verra ce que ça donne. Il faut faire ce pari. On en a quand même construit beaucoup en France qui équipent nos sous-marins d'attaque, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et 2 dans le porte-avions Charles de Gaulle, 2 fois 200 mégas. Oui, avec des caractéristiques techniques sur lesquelles je n'ai pas le droit de m'étendre, mais qui sont très différentes. Voilà. Mais je n'ai pas le droit d'en parler. En ce qui concerne ensuite ce fameux mix, nous allons voir en effet comment RTE analyse les différents scénarios et puis comment l'État prend possession de ces analyses qui seront des analyses techniques, des analyses économiques, peut-être un peu aussi des analyses sociologiques en matière d'acceptabilité. Et puis c'est à l'État de fixer le mix énergétique. Et je me répète, je pense qu'il est aujourd'hui préférable de parler de différents scénarios sur 2050. Pour nous, dans ces scénarios 2050, il reste une part importante d'énergie à base de nucléaire, et il reste une part aussi importante que possible d'énergie renouvelable. Et cette énergie nucléaire, finalement, ça sera d'une certaine manière le solde entre la demande, et bien malin qui peut dire quelle sera la demande d'électricité en 2050. Ce qui paraît de plus en plus certain à une très grande majorité d'observateurs, c'est que les chiffres de la SNBC, autour de 625 TWh, si
si j'ai bien mémorisé, seront dépassés. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que non, on a vu un peu court avec 625 TWh d'électricité en France, donc ça sera probablement plus, et on verra en fonction de ces scénarios la part des renouvelables et la part du nucléaire, sachant que les décisions qui sont à prendre aujourd'hui sont plus des décisions à l'horizon 2035-2040 que réellement à l'horizon 2050. Et c'est pour ça, vous parliez des chiffres 14 EPR, 8 EPR, je ne sais pas. On verra ce qu'il en est finalement. Je crois qu'il est préférable de garder nos options ouvertes pendant encore une dizaine d'années sur l'horizon 2050 et de se concentrer sur un sujet qui aujourd'hui est quand même une préoccupation pour un chef d'entreprise. C'est l'équilibre offre-demande dans les années qui viennent et à l'horizon des années 2030-2035. Vous venez d'évoquer à l'instant, Jean-Bernard Lévy, l'acceptabilité auquel on préfère le mot appropriation par les territoires, par les riverains. Est-ce que vous voyez d'autres freins au développement des énergies renouvelables ? Le problème, vous pouvez l'appeler appropriation, acceptabilité, je crois qu'il y a quand même un problème. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Il y a un problème qui est lié aux différentes externalités, comme on dit, en ce qui concerne les énergies renouvelables, et à nous de savoir le traiter. On arrive à le traiter dans bien des cas, mais prenons le chantier des éoliennes offshore de Saint-Nazaire, qui a été bien traité, ça a quand même pris 10 ans. Prenons le chantier du Mont des Quatre Faux, éolien à terre dans le département des Ardennes. Si on y arrive, et on est proche d'y arriver, ça aura pris 20 ans. 20 ans. Donc il faut du temps, il faut des savoir-faire. Ça ne marche pas à tous les coups. Malgré nos savoir-faire, chez EDF, il y a des projets qui ne voient pas le jour. Et donc il faut savoir traiter ce sujet-là en termes à la fois de différentes nuisances. Et puis il y a un problème aussi de gestion du sol, qui est un problème très vaste, très compliqué, de savoir comment on va utiliser le sol pour des applications liées à la nourriture de l'espèce humaine, directement ou indirectement via les animaux, et puis pour des problèmes plus généraux d'utilisation des sols à vocation énergétique. Et peut-être on va arriver, dans certains cas, dans quelques semaines, on va le voir sur un barrage. On le voit aussi de façon aujourd'hui un petit peu, prototype sur des cultures. On va peut-être arriver à ce qu'une partie des sols soit utilisée à la fois pour des applications alimentaires et pour des applications énergétiques. Voilà, donc ce sujet des sols est aussi un sujet qui est important, qu'il ne faut pas ignorer. On aura un témoignage en dernière table ronde sur l'agrivoltaïsme avec la culture de kiwis à l'abri de modules photovoltaïques. Pascal Canfin, la ministre, nous indiquait ce matin que les énergies renouvelables allaient être les piliers de cette nouvelle économie. Alors comment est-ce qu'on va verdir notre économie ? Quels instruments financiers faut-il mettre en place pour aligner l'économie avec l'accord de Paris ? Si votre question porte sur donc la partie plus finance verte et financement de la transition, je vais y répondre. Je voudrais simplement dire que ce qui me gêne dans le propos de Jean-Bernard Lévy, c'est qu'on a l'impression que le problème de retard ne porte que sur les renouvelables. On a quelques exemples en tête où on peut avoir des retards dans d'autres sources d'énergie que le renouvelable. Donc je pense qu'il faut tenir les deux discours. Parce que si vous ne tenez qu'un des deux discours, vous déséquilibrez la balance et vous redéterrez la hache de guerre. Et c'est précisément ça qui tue le débat en France. Et j'insiste sur ce point, parce qu'une fois que vous avez polarisé le débat, je pense fondamentalement qu'on a tous perdu. Et on a tous perdu en termes de compétitivité, en termes d'investissement, en termes de création d'emplois, en termes d'autonomie stratégique, en termes de dérèglement climatique, etc. On a tous perdu. Enfin, de lutte contre le dérèglement climatique. Donc les incertitudes, elles existent des deux côtés, les freins, ils existent des deux côtés, et ça ne sert à rien de masquer les uns pour ne parler que des autres. Et ce que je dis est vrai des deux côtés. Quand j'entends les pro-renouvelables qui ne voient jamais les problèmes liés aux renouvelables, mais qui ne voient que les problèmes des autres sources d'énergie, c'est pareil. Bon, et moi, j'essaye de tenir ces deux bouts. Ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est de dépolariser le débat. Et je pense que le scénario que j'ai évoqué est le scénario. C'est un scénario, c'est une projection. L'avenir n'est jamais écrit. On est bien placé puisqu'on est en train précisément, au moment où on parle, de se dire finalement les scénarios antérieurs, on va les réécrire. Mais c'est un scénario qui permet au moins d'avancer et de ne pas créer de fausses polémiques et de faux débats. Et de prendre de mauvaises décisions type moratoire sur les éoliennes, ce qui serait évidemment, à mes yeux, totalement inacceptable. Je viens sur la partie financement.
on est en train de changer massivement les règles du jeu sur les marchés financiers. Je ne vais pas tout développer, il nous reste 1 minute 52, et donc je vais juste parler de la taxonomie, puisque j'imagine que ça fait partie des sujets que vous pouvez avoir en tête. On a adopté hier, au Parlement européen, de manière finale et définitive, la partie climat, ce qu'on appelle l'acte délégué en jargon européen, c'est-à-dire le décret, l'acte délégué climat de la taxonomie. Celui-là, il est derrière nous côté Parlement, et le 7 décembre, date coup près pour le vote au Conseil. Et je ne vois aucune majorité qualifiée qui bloquera l'acte délégué climat. Et donc je pense qu'il passera au Conseil le 7 décembre. Ça a toujours été ma stratégie, qui est de dire on avance ce sur quoi on est d'accord. Et ensuite, maintenant, on traite la question sur laquelle on n'est pas d'accord au niveau européen, c'est-à-dire la question du traitement du gaz et la question du nucléaire. Et moi, ma ligne, elle est très simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sauf si vous m'y invitez, c'est que sous certaines conditions, et les conditions sur le gaz, on les connaît, ce sont les conditions que nous avons déjà adoptées sur le financement par les fonds structurels européens, nouvelle génération des infrastructures gazières. Il y a 4 conditions. Donc elles sont là, et la Commission européenne est prête à les mettre sur la table. Et les conditions du nucléaire, on ne les connaît pas encore. Et je pense que c'est à la France de les proposer et de les mettre sur la table. Et une fois qu'on a ces conditions, alors je pense que la Commission européenne sera tout à fait prête à dire « Ok, je mets un autre texte, soit un autre texte niveau 1, soit un autre texte type décret. » Je pense que le type décret, c'est tout à fait faisable. Et on a un acte délégué, nucléaire et gaz, qui introduit le nucléaire sous condition, le gaz sous condition, dans la catégorie transition de la taxonomie. J'ai été un tout petit peu technique, je m'en excuse, mais il faut quand même savoir exactement de quoi on parle, puisque c'est un sujet qui, parfois, revient au niveau des chefs d'État de manière assez explosive. Et il faut donc essayer de traiter cette question, là aussi, de manière dépassionnée et objective. Et je pense que ce chemin, il existe. Simplement, il faut que tout le monde atterrisse, passe d'une position religieuse, encore une fois, pro-gaz, anti-gaz, pro-nucléaire, anti-nucléaire, à une position qui est cohérente avec les objectifs finaux, c'est-à-dire la neutralité climat, la souveraineté stratégique, la sécurité d'approvisionnement, etc. Et à la fin, ces 2 chemins existent et j'espère que dans les semaines qui viennent, nous serons en capacité de l'emprunter. Jean-Bernard Lévy, juste peut-être un tout petit mot sur la taxonomie avant de vous poser une dernière question. Vous suivez bien sûr Bruno Le Maire qui, le 10 septembre, a lancé un nouvel appel à inclure le nucléaire dans cette taxonomie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la taxonomie verte des énergies durables pour lutter contre le changement climatique. Oui, je vais vous répondre sans surprise qu'en effet, il paraît aberrant que l'Europe veuille être le continent en pointe en matière de lutte contre le réchauffement climatique et n'utiliserait pas toutes les technologies à sa disposition. Je crois que le gouvernement français a pris des positions extrêmement fermes et claires là-dessus. Et bien évidemment, pour tout un tas de raisons, EDF est totalement aligné là-dessus. Alors, le sujet de cette table ronde, une dernière question pour l'ouverture, un coup d'accélérateur mondial pour répondre à l'enjeu climatique. Malgré votre endettement, vous investissez beaucoup partout dans le monde. On a l'impression que vous êtes beaucoup plus libre dans tout un tas d'autres pays pour partir sur les sujets, notamment énergie renouvelable. Mais je voudrais pas insister trop sur le fait qu'en France, on est en retard sur la PPE, il y a des problèmes il y a des difficultés d'acceptation de l'éolien à terre, mais aussi de l'éolien en mer et aussi des grandes fermes solaires et que tout ça nous rend la vie plus compliquée que dans d'autres pays. Je ne crois pas que ça soit le message clé aujourd'hui. Je crois que le message clé aujourd'hui, c'est que nous devons utiliser toutes les technologies à notre disposition et tous les financements à notre disposition. Je reviens sur les sujets de taxonomie, mais aussi plus généralement sur, par exemple, le rôle que la BCE peut vouloir jouer sur l'affectation des ressources bancaires, sur l'utilisation des crédits bancaires pour accompagner la transition énergétique. Je crois que ce soit sur le plan des technologies ou que ce soit sur le plan des financements, nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition parce que nous sommes un peu en retard, il faut quand même le dire, et que nous avons des objectifs extrêmement ambitieux et que nous devons couvrir une palette de secteurs, une palette d'applications qui est considérable et une nouvelle fois qui va demander beaucoup d'électricité. Il y a une question de la salle qui porte sur le stockage.
Jean-Bernard Lévy, stockage, vous regardez ça de près, vous avez changé votre position sur l'hydrogène ces dernières années? Non, oui, enfin je sais pas, moi, que peu de temps après mon arrivée, j'ai lancé un plan stockage qui a été présenté en conférence de presse, donc je ne crois pas que la position d'EDF sur l'hydrogène et sur le stockage soit particulièrement récente ni surprenante. Nous pensons que le stockage est un des moyens de répondre aux besoins du réseau, aux besoins du système électrique. Il faut trouver des équilibres économiques qui conviennent. Ça progresse un petit peu lentement, mais il y a des pays qui sont en avance en matière de stockage et qui, notamment dans la dimension locale, couplent de façon courante, fréquente, des moyens de stockage à des moyens de production. Aujourd'hui en France, c'est un peu différent puisque nous avons un réseau qui est très maillé, qui est très interconnecté, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de moyens de stockage. Je voudrais, on est aussi présent dans l'hydraulique, rappeler qu'il y a un potentiel inexploité en matière de stations de pompage hydraulique en France et qu'on aimerait bien trouver une solution à ce problème lancinant de la mise en concurrence des barrages en France pour développer ce stockage qui est aujourd'hui à notre portée si on arrive à surmonter les précontentieux entre la Commission et la France. Je croyais qu'on avait déjà quasiment tout exploité. On a à peu près 5 gigawatts de STEP, station de transfert d'énergie par pompage. De mémoire, il doit rester la possibilité de faire une grande step, et après ça, vous passez à quoi? Des micro-steps? Au moins 2 grandes steps, plusieurs steps de taille moyenne, 100 mégawatts, voire davantage. 2 grandes steps dans la catégorie se rapprochant de 1000 mégawatts, plusieurs steps de taille moyenne, et puis évidemment des micro-steps. Step à haute mer également, à proximité des côtes? Sur la France, ça paraît un petit peu difficile. Les falaises des Trétas s'y prêtent pas. Et on en fait dans d'autres régions, on en fait en tant qu'ingénieur conseil auprès d'opérateurs, notamment au Moyen-Orient. Merci Jean-Bernard Lévy d'avoir accepté de participer à l'introduction de cette table ronde. Pascal Canfin, vous restez avec nous. Jean-Bernard Lévy, je crois que vous avez très bientôt un autre rendez-vous. Merci encore. Et je vais appeler les participants à cette table ronde à rejoindre Pascal Canfin sur scène.